L'un des principaux objectifs de l'armée russe et du gouvernement russe en Ukraine est la démilitarisation de l'Ukraine. Comment voyez-vous cela? Quelle taille d'armée la Russie accepterait-elle en Ukraine? La Russie l'a déjà dit. Tu te souviens? 50 à 60 000, c'est tout. Il n'y en aura pas plus que ça. La même chose qu'à Istanbul, dans cet accord à Istanbul. C'est tout. Il n'y aura rien de plus. La Russie ne l'acceptera pas. L'Ukraine disposait d'une armée de 260 000 hommes formés par l'OTAN au début de ce conflit. Elle était prête à envahir le Donbass et à massacrer les russophones qui s'y trouvaient. C'était 260 000 soldats formés par l'OTAN. Cette armée ne sera pas autorisée à exister. À présent, l'Ukraine se berce de l'illusion d'avoir entre 600 000 et 800 000 soldats. D'abord, elle ne les a pas. Mais même si c'était le cas, la Russie ne le permettrait pas. Aux vainqueurs reviennent les dépouilles. Si vous voulez une armée de 800 000 hommes, vous devez gagner la guerre. L'Ukraine a perdu la guerre, et nous allons bientôt assister à la désintégration rapide de l'armée ukrainienne. Les désertions atteignent un niveau record, et vous allez voir du uniton. Donne-moi un exemple de ce qui se passe. Il y a une ville, le nom commence par un M, je n'arrive pas à le prononcer. Minograd ou quelque chose comme ça. Il y a 2 brigades, je crois que c'est la 25e brigade et la 38e brigade de marine. 2 des forces d'élite de combat de l'Ukraine. Elles sont encerclées et il devrait y avoir environ 10 000 hommes, mais je viens de te dire qu'ils n'ont plus de force. Chacune de ces brigades est réduite à environ 500 hommes, donc un total d'1 millier d'hommes. Ce sont les meilleures troupes d'Ukraine, et elles veulent qu'on les autorise à percer. Elles pensent que si elles concentraient leurs forces, elles pourraient s'échapper et que la plupart de ces hommes pourraient rentrer chez eux vivants. En ce moment, ils meurent de faim. Ils ne peuvent être approvisionnés que par des drones. Les drones arrivent soit avec le grand Baba Yaga ou autre chose du genre. Ils larguent des fournitures, ou bien ils arrivent sur des véhicules sans pilote. Mais les Russes ont un contrôle direct en ligne de mire sur les lignes de communication. Ils abattent les drones, font exploser les véhicules sans pilote. Alors ces gars meurent de faim. Aucun blessé n'est évacué. Ils sont laissés à mourir au sous-sol. C'est l'une des choses qui sont ressorties de Pokrovsk. Les Russes ont fouillé les sous-sols et ils étaient remplis de morts parce que l'armée ukrainienne n'avait pas permis l'évacuation des blessés. Ils n'avaient aucun moyen de les faire sortir, alors ils sont morts. C'est ce qui arrive à ces blessés. Si tu es touché dans ce combat, tu es mort. Tu ne sortiras pas de là. Les autres disent, il faut nous laisser percer. Zelensky aurait apparemment déclaré juste hier soir, non, restez là, combattez et mourrez. Voilà. Si tu laisses tes 2 meilleures brigades combattre et mourir, comme on peut le voir sur le champ de bataille en ce moment, on observe partout de petites poches se former à mesure que les Russes contournent et commencent à encercler ces unités. Ces unités disent, le gouvernement se moque de nous. Pourquoi nous battons-nous? Pourquoi mourrons-nous? On peut voir toute l'armée commencer à perdre la volonté de se battre, la volonté de résister. Ils ne croient plus en la cause. Et à mesure que cela se produit, ils commencent à quitter leur position pour sauver leur vie, ou simplement déserter, partir pour toujours. C'est un effondrement. C'est ce qui se passe en ce moment. L'armée ukrainienne cessera d'exister en tant que force de combat opérationnelle dans un avenir très proche, du moins d'une taille significative. Et au final, ce qui va se produire, c'est que la démilitarisation aura lieu exactement comme la Russie l'a dicté. La Russie autorisera un petit nombre de personnes. Aucun de vos gars d'Azov, aucun de vos gars de Kraken, aucun de ces véritables partisans de Bandera. Mais vous savez, des soldats territoriaux,
qui n'ont pas été corrompus, qui n'ont pas reçu de formation de l'OTAN. Je ne pense pas qu'il y aura un rôle pour quiconque ayant reçu une formation de l'OTAN. Peut-être 50 000 à 60 000 personnes, légèrement armées, pour, vous savez, sécuriser la frontière et assurer une autodéfense limitée. Mais l'idée que l'Ukraine est une armée capable de tenir tête à la Russie, non, cela n'arrivera pas. Et il n'y aura pas d'armée ukrainienne qui devienne l'armée européenne. C'est ce que Zelensky veut, vous savez, une force mercenaire ukrainienne de 600 000 hommes pour l'Europe. Non, cela non plus n'arrivera pas. C'est la démilitarisation, et c'est ce qui va se passer. Comment voyez-vous la question de la corruption? Après tout, je pense que la corruption serait le facteur clé en Ukraine. Non seulement la corruption elle-même, mais aussi l'autre point mentionné dans ce document en 28 points, l'amnistie accordée à ces criminels de guerre. Ne pensez-vous pas que ces deux éléments pourraient être utilisés, après tout règlement en Ukraine, pour écarter les ultranationalistes du pouvoir? Souvenez-vous, ce plan en 28 points n'est pas vraiment un plan en 28 points. C'est du vent. Certains points indiquent une orientation stratégique, mais les autres sont juste là pour dire « nous avons couvert cet aspect ». Je pense que l'amnistie en fait partie. Encore une fois, je crois que cela s'inscrit dans la continuité de ce qui s'est passé en juin dernier, lorsque Vladimir Poutine a déclaré « nous pouvons accepter le communiqué d'Istanbul », mis à jour pour refléter la réalité actuelle. Cela aurait été un bon accord pour l'Ukraine, mais ils ont refusé, et maintenant ils s'enfoncent. Pour instaurer la paix, on parle d'amnistie. C'est une sorte d'os à ronger. Quel sera mon avenir? D'accord, la guerre se termine. Bon sang, nous avons fait des choses assez terribles. Ils parlent de démilitarisation, de dénazification, de corruption. L'idée c'est, non, amnistie générale, vous êtes tous blanchis. Farce. Cet accord ne restera pas longtemps sur la table. Et quand il aura disparu, les Ukrainiens corrompus, car souvenez-vous, l'objectif de la Russie en ce moment est la transformation politique de l'Ukraine. Ces structures traditionnelles de pouvoir, comme les oligarques, toutes les familles corrompues, toutes les relations corrompues, vont être désintégrées. On ne leur permettra pas de rester en place, car c'est de là que vient le pouvoir politique qui devient la Rada. La Rada n'est qu'un outil de corruption. Vous élisez des gens dans un parti politique, ils arrivent et se partagent l'économie ukrainienne dans leur propre poche. C'est ce qu'ils font. L'avenir de l'Ukraine ne peut pas être ainsi. Alors la Russie les démantèlera et mettra en place ses propres structures. Que vous vouliez dire que ceux-là sont moins corrompus ou autres, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Et je ne dis pas que les Russes sont incapables de corruption. Ce que je dis en revanche, c'est que tout ce qui existera à l'avenir sera conçu pour créer une structure politique qui renforce la domination russe sur l'Ukraine d'après-guerre. D'accord. Et pour y parvenir, il faut désintégrer les structures actuelles. On ne peut pas faire cela si l'on accorde l'amnistie à tout le monde. Donc je pense que la Russie va, eh bien, la partie sur la dénazification en est une autre. Les gens doivent comprendre que des crimes horribles ont été commis, non pas par les Russes, mais par les Ukrainiens. Des crimes horribles. Nous ne connaissons pas la vérité sur ce qui s'est passé à Kursk. Je connais un peu la vérité parce que j'ai parlé. Mais vous savez, ces nazis ukrainiens sont entrés à Kursk et dans les villages le long de la frontière. Les jeunes ont pu évacuer, les personnes âgées sont restées et elles ont été massacrées et violées. Littéralement taillées en pièces et violées par des nazis ukrainiens. Des gens qui portaient des casques nazis, arboraient l'insigne SS, tout cela. Et les Russes savent qui sont ces gens. On ne leur permettra pas de vivre. Je ne dis pas que je cautionne les crimes de guerre. Je vous dis simplement qu'ils ne seront pas autorisés à vivre. Vous ne verrez pas ces gens capturés.
Et pendant la période post-conflit, ils ne seront pas autorisés à résider en Ukraine. Ils devront chercher refuge ailleurs. Et je pense qu'ils doivent être prudents, car une partie de la normalisation de la Russie, j'y reviendrai dans un instant, consistera pour la Russie à dire « si vous avez un criminel de guerre sous votre juridiction, vous devez le rapatrier en Russie pour qu'il soit jugé ». Donc je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'endroits où ces gens pourront se cacher. La normalisation, vous savez, c'est un aspect clé de tout cela. Les gens disent « eh bien, pourquoi Poutine ne va-t-il pas jusqu'au bout ?» Je veux dire, votre bon ami Gilbert Doctorow, il est un grand partisan de la stratégie de décapitation. Le vieux Gilles connaît la guerre. Non, il ne la connaît pas. Ce n'est pas grave. Il a volé du brandy, du whisky et du vin. Bonhomme. Mais il veut décapiter Kiev. Pourquoi donc? Cela montre que Poutine est faible? Non. Cela montre que Poutine est environ 400 fois plus intelligent que Gilbert Doctorow ne le sera jamais. Parce qu'à un moment donné, quand cette guerre prendra fin, on peut mettre fin à la guerre. Disons que le vieux Gilles ait mis la main sur Poutine et que Poutine dise « D'accord, nous allons décapiter, nous allons tuer Zelensky. » Cela va vraiment donner envie à l'Europe de faire des affaires avec toi. Donner envie aux États-Unis de faire des affaires avec toi, n'est-ce pas? Et nous allons entrer à Odessa parce que, bon sang, nous le pouvons. Nous sommes la Russie. Nous allons tout faire. Odessa, Kharkiv, tout prendre. Et l'Europe dira, vous voyez, nous vous avions prévenu à propos des Russes. Agressifs. Et il pourrait y avoir la paix. La Russie peut gagner la guerre. Mais que se passera-t-il alors avec les sanctions? Elles ne seront pas levées. Que se passera-t-il avec la reconnaissance de Kherson, Zaporizhia, Luhansk et Donetsk? Elles ne seront pas reconnues. Ils seront comme les États baltes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque nous avions la carte de l'Union soviétique, mais que nous disions que la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie n'en faisaient pas partie. Nous ne l'avons pas reconnue. Ainsi, la carte montrerait que la Crimée et les 4 nouveaux oblasts russes ne font pas partie de la Russie. Et cela crée la possibilité d'une guerre sans fin, ce qui est bien sûr la dernière chose que Vladimir Poutine souhaite. Donc, comme Vladimir Poutine est 400 000 fois plus intelligent que Gilbert Doctorow, il ne va pas opter pour une décapitation. Ce qu'il va chercher à obtenir, c'est le type d'accord de paix qu'il promeut actuellement. Un accord de paix dans lequel l'Occident reconnaît l'autorité légale de la Russie sur les 4 territoires et la Crimée. De cette façon, il n'y aura pas de carte brouillée et les sanctions seront levées. La Russie pourra non seulement récupérer des centaines de milliards de dollars d'actifs saisis, mais aussi reprendre des activités économiques avec l'Occident, sans être entravée par les sanctions, générant ainsi des milliers de milliards de dollars de bénéfices économiques. Ah, le génie de Vladimir Poutine. Vous savez, ce que les gens doivent comprendre en ce moment, c'est que la Russie joue sur le long terme. Et le long terme n'implique pas des moments de satisfaction comme hisser le drapeau au-dessus d'Odessa. Ils vont obtenir Odessa, mais cela se fera par un référendum. Ils ne vont pas occuper physiquement Odessa, car cela créerait des conditions rendant difficile pour l'Europe et les États-Unis d'accepter la souveraineté russe sur ces territoires. La Russie agit de manière responsable dans les limites qu'elle s'est fixées. Et ensuite, à mesure que la Russie prendra le contrôle politique de l'Ukraine, s'il y a besoin d'un référendum, il y en aura un. Mais que se passerait-il si l'Ukraine, au lieu d'être un État hostile dont la Russie doit arracher des territoires, devenait la 3e sœur, partie de l'État de l'Union avec la Russie et la Biélorussie? Il y a tout un élément en jeu ici. Encore une fois, les gens ignorants du monde, Gilbert Doctorow, n'en ont pas conscience, voyez-vous, car parler de l'État de l'Union signifie qu'il faut en réalité aller parler à l'État de l'Union.
Et cela fait de vous, d'une certaine manière, un instrument de la Russie. Simplement parce que vous discutez avec des personnes qui savent ce qu'elles font et qui accomplissent réellement des choses concrètes. Vous devenez un instrument de la Russie en faisant cela? Non. Vous devenez quelqu'un doté de savoir et d'information. Et vous savez, en ce moment, en Russie et en Biélorussie, il y a un effort majeur pour intégrer l'Ukraine comme troisième sœur de l'État de l'Union. C'est l'objectif stratégique de nombreuses personnes en Russie. Je crois que cela inclut Vladimir Poutine, bien que je sois réticent à parler en son nom. C'est une question politiquement sensible, mais c'est la direction que prennent les Russes, avec une vision plus large de la stabilité à long terme et de la résolution des causes profondes du conflit. Si vous intervenez brutalement et tout le reste, tout ce que vous faites, c'est perpétuer les causes profondes du conflit. La Russie veut en finir avec cela, et Donald Trump semble disposé à faciliter ce processus pour que ce soit vraiment terminé. Quand cette guerre prendra fin, ce sera fini. Terminé. Achevé. Vous savez, ce qui est si étonnant à propos de l'Europe, c'est qu'ils parlent du fait que la Russie veut les attaquer. Puis ils disent qu'ils doivent lancer une attaque hybride, préventive, contre la Russie. C'est la première fois que je vois Vladimir Poutine sortir et dire quelque chose que nous n'avions pas entendu de lui depuis le début de la guerre en Ukraine. Nous avons entendu ce genre de réaction de la part de Medvedev, mais je n'ai jamais entendu Vladimir Poutine répondre de la manière dont il répond aux Européens dans cet extrait vidéo. Il l'a dit une centaine de fois, nous n'avons aucun projet de combattre l'Europe. Mais si l'Europe veut se battre, si elle commence ce combat, alors nous sommes prêts dès maintenant. Il n'y a aucun doute là-dessus. La seule question est si l'Europe déclenche la guerre et la mène, car ce n'est pas l'Ukraine. Avec l'Ukraine, nous utilisons des moyens chirurgicaux, nous essayons d'être vraiment prudents, parce que vous comprenez pourquoi. Ce n'est pas une guerre au sens direct du terme. Et l'Europe, tout à coup, veut commencer une guerre. Et si elle la commence, alors très rapidement, il pourrait y avoir une situation où nous n'aurions plus personne avec qui négocier. Avez-vous déjà entendu Vladimir Poutine parler de cette manière? Oui, au début, il a posé les bases. Il a dit, nous allons résoudre cette situation ukrainienne. Et si l'OTAN s'en mêle, toutes nos ressources seront mobilisées. Maintenant, 4 ans plus tard, je pense que Poutine en a simplement assez de la stupidité de l'Europe. Je veux dire, à quel point peuvent-ils être stupides? Vous avez entendu cela. Vous savez, Poutine traitait les Européens avec un minimum de respect. Il prenait les appels de Macron et de Merkel, les écoutait et tenait compte de ce qu'ils disaient. Mais maintenant, regardez simplement la stupidité de l'Europe, ce non-sens. Comme Poutine l'a dit plus tôt, il cherche à nous vaincre stratégiquement. Très bien, vous voulez jouer à ce jeu? Alors d'accord. Et en gros, ce que la Russie dit, c'est « Vous voulez une guerre avec nous? Il y aura une guerre. » Mais comprenez bien, il ne restera rien quand nous aurons terminé. Rien. Maintenant, que la Russie utilise ou non des armes nucléaires est une autre question. Mais le fait est que la Russie dispose de capacités considérables de frappe stratégique conventionnelle. Elles ne seront pas guidées avec précision. Elles dévasteront totalement. L'industrie de l'Allemagne cessera d'exister. La France, si elle veut jouer à des jeux stupides, elle gagnera des prix stupides. Même chose pour la Grande-Bretagne. Il n'y a aucune défense dans toute l'Europe. Vous savez, ils se sont dépouillés eux-mêmes et ont tout envoyé en Ukraine, où tout a été détruit par les Russes. Je ne sais pas, avez-vous entendu Rubio l'autre jour? Nous leur donnons des Patriots, et quelques jours plus tard, ils sont détruits. Bienvenue dans le monde réel. La Russie a tout compris.
Il n'y a plus de défense aérienne en Allemagne. Souvenez-vous de cette usine près de Kazan dont on parlait. Je crois qu'ils évoquaient 500 drones par jour. Je pense qu'ils en sont maintenant à 1000 par jour. La Russie en utilise peut-être 400 ou 500 par jour, parfois seulement 200 ou 300, mais elle en produit 1000. Où pensez-vous que ces drones se trouvent? Vous comprenez ce que je viens de dire. Le jour où l'Europe voudra la guerre, le ciel au-dessus de l'Europe sera obscurci par les drones russes, et ils feront tout exploser. Les Orlan descendront et feront tout exploser. Il existe toute une nouvelle catégorie d'Iskander, l'Iskander S, qui est désormais un missile de portée intermédiaire. Il fera exploser les choses avec une ogive conventionnelle. Les indications montrent que les Russes ont peut-être étendu la portée du missile de croisière 9 M729, qui était à l'origine conforme au traité INF. Mais maintenant qu'il n'y a plus de traité INF, il pourrait soudainement avoir une portée de 1200 km, ce qui signifie que ces missiles de croisière peuvent frapper des cibles partout en Europe. Il n'y aura pas un seul centimètre carré de l'Europe à l'abri de la puissance écrasante des frappes conventionnelles russes. Et l'Europe n'a aucune défense. Aucune. Zéro. Il n'y a aucune défense en Europe contre tout cela. C'est la réalité. Et si la France ou l'Angleterre décident de faire quelque chose de stupide, comme utiliser une arme nucléaire, alors toute l'Europe disparaît instantanément. Cela pourrait mener à une guerre nucléaire déclenchée entre les États-Unis et la Russie. Ou peut-être pas. Parce que vous savez, la question fondamentale à laquelle il faut toujours répondre est la suivante. Un président américain échangerait-il Boston contre Poznań? Poznań est une ville polonaise. Je la cite au hasard. Je ne dis pas que les Russes ont une rancune particulière contre cette ville. Mais la question est, si la Russie décidait de frapper une ville polonaise avec une arme nucléaire, les États-Unis seraient-ils prêts à perdre une grande ville américaine en conséquence? Ou bien, comme le président l'a fait remarquer à l'Europe, vous faites cela à vous-même. Vous êtes stupide, vous êtes ignorant, vous êtes idiot. Si l'Europe veut se suicider, les États-Unis sont-ils automatiquement obligés de se suicider avec elle? Et je pense que la Russie comprend désormais mieux la position de l'administration actuelle. Elle a peut-être même accès à certaines informations qui n'ont pas été rendues publiques. Vous savez, Joe Biden a parlé du devoir sacré de l'article 5, de ce soi-disant lien sacré. Ce n'est pas un lien sacré. Si vous voulez vous suicider, suicidez-vous. Mais l'Amérique n'est pas obligée de vous accompagner dans votre pacte suicidaire. Et en ce moment, le chef du comité militaire de l'OTAN parle d'une frappe préventive contre la Russie. D'abord, c'est une plaisanterie. Il ne peut pas y avoir de frappe préventive. Je veux simplement informer les gens. Pour que nous puissions lancer la première frappe contre l'Irak en 1991, nous avons dû mettre au point quelque chose qu'on appelait le paquet gorille. Je veux dire, c'est un énorme ensemble d'aéronefs, des centaines d'appareils, et toute la planification qui a été nécessaire, tout ça. L'OTAN n'a pas ça. Si on retire l'Amérique de l'équation, on ne va pas soudainement frapper la Russie. Si on demande à l'OTAN d'intervenir, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent tout simplement pas. Ils en sont physiquement incapables. Les forces aériennes de l'OTAN n'en ont pas la capacité. D'abord, un idiot italien se met à parler, mais écoutez ce qu'il a dit. Nous ne savons pas comment nous pourrions mener cette frappe préventive, parce que nous ne savons pas qui la réaliserait, qui serait autorisé à le faire, ni sur quelle base d'autorité cela se ferait. Il y a tout un tas de questions juridiques, ce qui signifie que ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable, donc c'est stupide. Cyber. Il n'y a que, eh bien, vous savez, dans toute l'Europe, une seule superpuissance du cyberespace, et c'est l'Amérique. Ensuite, il y a un aspirant appelé le GCHQ en Angleterre, et les Néerlandais ont une petite capacité.
Mais tous les autres, c'est une blague. La Russie les a infiltrés. La Russie les contrôle. Ils ne peuvent pas mener de cyberguerre. Si vous retirez les États-Unis, vous retirez la capacité de mener une cyberguerre significative contre la Russie. Donc, ils ne vont pas lancer une frappe préventive de ce genre. Ils parlent, vous savez, de ce genre de guerre hybride. Nous voyons les Britanniques faire cela en ce moment. Les Britanniques s'exercent à la guerre hybride. Qui pensez-vous a mené l'attaque de drones contre les bases russes? Les Ukrainiens. C'était un plan britannique, dirigé par les Britanniques avec une empreinte ukrainienne, qui, selon vous, mène ces attaques de drones sous-marins contre la flotte fantôme russe. Les Ukrainiens? Non. C'est le SBS, le Special Boat Service, et le Mi-6. Les Britanniques font cela depuis le début. Ils mènent déjà des attaques hybrides préventives. Et les Russes le savent. Les Russes le savent. Poutine a parlé, je pense, parce qu'il était simplement frustré et en colère à ce sujet. Je crois qu'il en avait simplement assez de la stupidité. C'est comme n'importe qui quand on voit quelqu'un se comporter stupidement. À un moment donné, on craque et on dit « Écoute, je ferai exploser ta maison si tu veux faire ça. » Mais le fait est que l'OTAN ne peut rien faire. Littéralement rien. Et les Russes le savent, mais ils sont préparés. Je demande simplement aux gens de faire le calcul de base. Si vous produisez, disons, 1000 drones par jour et que vous n'en utilisez au maximum que 550, où vont les 450 autres chaque jour? Ils en produisent depuis plusieurs mois maintenant. Comprenez bien, la Russie dispose d'au moins 100 000 drones. Ils peuvent assombrir le ciel de l'Europe quand ils le veulent. Et il n'y a absolument rien que l'Europe puisse faire à ce sujet. Elle n'a aucune défense aérienne. Rien. C'est pourquoi je pense que Poutine est assez confiant. Si vous voulez jouer à ce jeu, la Russie est prête à jouer dès maintenant, a-t-il dit. Remarquez qu'il n'a pas dit « nous devons nous mobiliser, nous devons faire quelque chose tout de suite », parce que ce ne sera pas la guerre que vous imaginez. Il va littéralement y avoir 30 000 drones entrant en Europe chaque jour pendant une semaine. Cela fait 210 000 drones. Il n'y a aucune défense. Rien ne va les abattre. Je peux choisir 210 000 points d'impact et rayer l'Europe de la carte. Voilà le genre de stupidité auquel l'OTAN est confrontée en ce moment. Et c'est le genre de stupidité que les États-Unis évitent simplement. C'est pour cela que nous ne leur parlons pas. De quoi pourrait-on parler? Ce sont des idiots. Kalikala a dit, tu sais, rien de ce qu'elle dit n'a de sens, littéralement. Macron, rien de ce qu'il dit n'a de sens. Rien de ce que dit un Européen n'a de sens. Même le chef de ce comité militaire, il n'a aucun sens. Les Européens sont tout simplement absurdes. Ils s'enfoncent dans la stupidité. Et les Russes et les États-Unis disent simplement « ignorez-les ». Maintenant, comme des enfants gâtés, ils tapent encore plus fort sur la table pour se faire entendre. À un moment donné, l'Europe se réveillera et réalisera qu'elle s'est exclue elle-même, qu'elle n'a plus d'influence, que des choses vont se produire et auront un impact profond sur elle. Franchement, j'adore ça. Ils sont si fiers d'avoir adopté une loi disant « Nous n'utiliserons jamais le gaz ni le pétrole russe ». Bonne chance. Mais vous savez quoi? Vous le faites et vous le ferez. Et vous êtes simplement stupide. Vous l'avez toujours été et vous le serez toujours. L'Europe s'est donc elle-même annulée. Ce n'est plus un acteur sérieux.